Dans le débrief de Smartech aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marie-Christine Levède du Capital. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. À vos côtés, Éric Botorel, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Éric. Bonjour Delphine. Et Gérard Haas, maître Haas, avocat et coprésident de l'association Les Jurisnautes. Bonjour Delphine. Bonjour Gérard. Bienvenue à tous. Je vous ai demandé en préparation de cette émission de réfléchir à des sujets qui vous semblaient importants, qui se sont passés en 2023 et qui vous semblaient suffisamment importants pour en reparler aujourd'hui et regarder éventuellement quelles incidences il pourrait avoir sur la nouvelle année. Alors Marie-Christine, vous avez choisi de mettre en lumière ce qui s'est passé du côté de l'investissement pour nos startups françaises avec cette crise, clairement, sur les levées de fonds, divisée par 2 au premier semestre 2023 par rapport à 2022. Alors effectivement, il y a eu une diminution par 2 des levées de fonds. Il y a eu 8 milliards investis en France en 2023 versus 16 milliards en 2022. Donc on peut dire la fête est finie. En même temps, 8 milliards, c'est déjà beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que suite à la crise de l'Ukraine, la hausse de l'inflation, la remontée des taux, il y a eu le fenêtre des IPO s'est refermé. Et donc, tous les fonds, ce qu'on appelle les fonds late stage, les fonds de growth, ont arrêté de financer ce qu'on appelle la série C, c'est-à-dire ces sociétés qui avaient des croissances très très rapides et qui perdaient énormément d'argent. Et donc, celles-là, elles sont revenues finalement un peu à la réalité, c'est-à-dire le premium vers des croissances rentables et donc avec des conséquences, puisque beaucoup ont dû diminuer leurs effectifs. Voilà, donc c'est ça ça a été la crise un peu des levées de fonds série C, growth stage. Après, ce qui est quand même positif, c'est qu'il y a quand même 8 milliards d'investis. Donc la France quand même se porte assez bien. Et c'est qu'avec les ruptures technologiques qui sont arrivées, et principalement la rupture de l'IA, on a plein de nouvelles startups qui arrivent. Donc il y a eu un peu un renouveau, je dirais, de l'investissement seed early stage, ce qui est bien aussi pour un pays. Donc effectivement, des difficultés. Et des méga levées même. On a eu des méga levées de fonds quand même cette année, justement dans le domaine de l'IA. Voilà, la méga levée de fonds de Mistral. Ouais. Et c'est plutôt positif que la France se dote d'outils souverains dans l'IA. Donc tout n'est pas noir. Et puis de toute façon, c'est un mouvement global, mondial aussi. Oui, c'est un mouvement global qui a du commencé avant tout aux États-Unis. La crise de financement a commencé aux États-Unis. Les fonds américains ne sont plus venus en Europe. Et ça a eu une conséquence sur toutes ces méga sociétés qui étaient dans des logiques de recrutement intensif, de perte intensive, etc. Et on est revenu. Alors c'était des logiques illogiques, ça, Marie-Christine ? C'était des logiques qui correspondaient à un marché financier. Là, je dirais, on revient à quelque chose peut-être d'un peu plus sain aussi, d'aller vers des croissances un peu plus rentables. Et c'est vrai qu'il y a un premium aujourd'hui à la rentabilité des sociétés, qu'elles soient cotées ou qu'elles soient en levée de fonds. Oui. Alors même si, parce que quand on est dans le early stage ou qu'on parle des méga levées dans l'IA, pour l'instant, on n'aborde pas le sujet de la rentabilité, du business model. Non, alors là, on repart dans, On repart dans une nouvelle bulle. On repart dans une nouvelle bulle. Donc ouais. là, effectivement, il y avait eu une bulle en 2021. Un post-Covid, il y a eu une bulle. Aussi, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'usages pendant la période Covid. Effectivement, la bulle s'est un peu dégonflée. Et comme, je dirais, la Chine a horreur du vide, on repart dans une bulle de l'IA qui est aussi due, on va en parler, mais je pense aussi due à une révolution technologique majeure. Pour moi, l'IA, c'est aussi important que l'avènement du moteur de recherche ou que l'iPhone. C'est la première fois qu'on a eu une technologie qui a eu une vitesse d'adoption aussi rapide. L'IA générative, ChatGPT, a mis 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, ce que Facebook a mis en 5 ans et l'Internet en près de 10 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment une révolution des usages. C'est ça qui est intéressant. Alors pourquoi on regarde comme ça, de manière très sérieuse, ce qui se passe dans le domaine du financement des startups ? Parce que les startups, c'est de l'emploi. Parce que les startups, c'est la possibilité de croissance, c'est des revenus pour un pays. Enfin, ce sont des choses que les politiques aujourd'hui regardent de près. Et la France a plutôt été d'ailleurs assez épargnée par rapport au mouvement de crise mondial. Oui, alors évidemment qu'il faut resituer les choses en parlant des startups et en les repositionnant comme étant des relais de croissance et des relais de création d'emplois. On l'a toujours su, ça a été rappelé au moment des différents temps forts de la vie politique, celui du renouvellement du mandat d'Emmanuel Macron. Je me souviens, Cédrico évoquait ce sujet de la nécessité d'imaginer le monde de demain comme étant celui d'une Startup Nation décomplexée. C'est souvent un truc qu'on nous reproche. Startup Nation. Ce que j'allais Mais dire. les emplois dans le numérique, ça sera probablement les relais des emplois qui seront remplacés, modifiés dans l'économie traditionnelle. Et donc les startups
concourt de cela. Et pas uniquement, parce qu'en définitive, les startups, elles n'ont pas toutes vocation à créer des milliers d'emplois. Pour certaines, elles vont avoir vocation à créer des cas d'usage, des briques technologiques qui vont venir s'insérer dans le paysage et porter telle ou telle innovation qui sera ensuite adoptée plus ou moins massivement, soit en B2B, soit en B2C, soit en B2B2C. Et c'est là où le génie créatif, il a son importance et que l'empreinte de la France est tout à fait déterminante. De sorte que, finalement, nous participions à la définition des standards technologiques en étant précurseurs et en définissant, en designant les standards de l'innovation. Beaucoup se joue très en amont. Vous évoquiez tout à l'heure le cas versus ChatGPT versus Meta, mais quand on regarde l'histoire, les choses se font quasi dès l'origine. Et ensuite, quand la machine est en marche, c'était beaucoup trop tard. Donc oui, il faut, et ça a été les initiatives successives de la French Tech, on a été brocardé de temps en temps au CES de Vegas, rappelez-vous, les gens qui disaient qu'est-ce que c'est que ce concours d'avoir le plus grand nombre de start-up en délégation. D'ailleurs, on réduit la voilure sur cette édition du CES oui, 2024. Mais je pense qu'à un moment donné de l'histoire, c'était important d'avoir des incubateurs et d'avoir une French Tech qui était tournée justement vers l'incubation. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment on fait croître ces entreprises pour qu'elles prennent leur place sur leur marché en fonction de leur modèle d'affaires. Et on est plutôt sur une logique de growth que sur une logique de borne, en fait. Et comme vous le disiez précédemment, y compris sur l'accompagnement financier, c'est moins les sujets de early stage que finalement d'accompagnement dans la durée des entreprises. Parce que là aussi... Ça, c'est l'enjeu 2024. Non, mais certains nous avaient dit, vous savez, il y en a qui créent des startups, c'est plus juste pour se faire super valoriser très rapidement, et puis ensuite quitter l'affaire. Donc, il faut qu'au milieu de la myriade d'entreprises nées des hackathons, startup week-end, du génie qui existe dans chacun de nos territoires, il puisse y avoir derrière des éléments concrets qui peuvent se traduire le moment venu par des créations d'emplois. Maître Haas, vous vouliez ajouter Je voulais quelque dire chose? qu'en matière de levée de fonds, en 2023, moi j'ai assisté à un phénomène que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans la valorisation des actifs immatériels, et donc ça c'est un point important, le capital humain était de plus en plus important. Et donc on voit créateurs d'emplois, les startups, mais également le taux de fidélisation qu'elles peuvent avoir et générer en fait. Et c'était vraiment très important. Et c'était là, pour avoir travaillé sur pas mal de projets, qu'on cherchait le profit. Plus les équipes seront soudées, plus elles ont de l'avenir, plus il y a du développement derrière ça. Voilà, c'était quelque chose d'intéressant, mais qui montre aussi que dans cette valorisation, le capital humain, qui depuis des années, ça faisait une vingtaine d'années qu'on essayait de dire que c'était un élément qui était très, très important, en 2023, il a été très, très important. Alors, l'autre sujet qui, selon vous, a marqué cette année 2023 et évidemment va quand même avoir un petit impact sur 2024, c'est les IA génératives, Marie-Christine. Oui, alors moi je disais c'est vraiment une révolution, je trouve aussi forte que le moteur de recherche de l'iPhone. Voilà, avec la vitesse d'adoption, ça bouleverse quand même énormément de secteurs. On l'a dit, il va y avoir énormément de métiers qui vont être supprimés. Je pense que tous les secteurs doivent s'approprier de l'IA générative dans leur métier. Dans les métiers de rédacteurs vont être totalement bouleversés, dans les métiers de marketing, tout ce qui est affaire à du texte. Et on voit même maintenant des choses assez impressionnantes dans la vidéo. On voit des vidéos, on sait le coût de création d'une vidéo, le coût à la minute. On voit des choses qui se font avec de l'IA générative, des vidéos qui se font en l'espace de quelques minutes. Donc c'est quand même un bouleversement majeur dans plein de pans de métiers. Donc les sociétés doivent s'en emparer. Après, je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait une IA générative souveraine, comme si à un moment donné, donner toutes nos données à... Alors, qu'est-ce que ça veut dire une IA générative souveraine? Quelles c'est conditions on y pose? c'est avoir des champions français, voire européens. Je pense qu'il faudra être champion européen. Modèles de fondation. Des modèles qui puissent être utilisés dans les entreprises. Parce que si les entreprises, à un moment donné, se mettent toutes à donner leurs données stratégiques à ChatGPT, on aura des problèmes. Donc je trouve que les initiatives qu'il y a eu en France dernièrement sont positives. QTI de se doter d'une intelligence artificielle, d'un laboratoire d'intelligence artificielle, alors qu'on avait des très bons ingénieurs qui partaient aux US, c'est quand même très positif. De se doter de sociétés comme Lighton, comme Mistral. Alors après, les histoires de valorisation, c'est autre chose, mais de se doter de ces entreprises, c'est très positif aussi. Donc je pense que voilà, on est redevenu sur le terrain de jeu d'IA générative, et je pense que c'est quelque chose de très positif pour 2024. Alors, vous l'avez évoqué, Marie-Christine, il y a la question de l'emploi, parce qu'on a entendu des chiffres absolument catastrophistes sur le nombre d'emplois qui vont être sacrifiés sur l'autel de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui vous inquiète aussi ? C'est un sujet qui m'inquiète quand on le présente ainsi, et on a raison de le présenter ainsi, parce que je pense qu'il y a une petite musique de fond dans notre pays qui est tout à fait préparée
à l'idée qu'il y a une menace supplémentaire qui pèse par rapport aux menaces qui sont présentes depuis de nombreuses années. On a eu des moments où on a redouté le grand déclassement. On a aujourd'hui des citoyens français qui redoutent le grand remplacement. Alors, je n'irai pas sur le terrain de celui qui instrumentalise le grand remplacement. J'allais dire duquel vous parlez. C'est justement ça. Et je crois que justement, il faudra anticiper et appréhender le fait que on ne vienne pas créer un narratif supplémentaire autour du grand remplacement de ce que pourrait être la menace du développement des intelligences artificielles, de toutes les familles des intelligences artificielles, mais bien évidemment les génératives au premier plan, dans ce qu'elles pourraient participer de l'angoisse qui pourrait naître dans la tête des citoyens, d'imaginer que leur emploi va être remplacé et que leur fonction va être substituée à une machine. Moi, j'aime plutôt parler de fonctions augmentées. Je prends souvent l'image du médecin. Le médecin de demain qui mobilisera des outils d'intelligence artificielle ne sera pas remplacé. C'est lui qui prendra in fine la dernière décision. Et d'ailleurs, je crois que dans les grands principes qu'a rappelé l'Europe, dans les travaux qu'elle conduit sur la régulation de l'intelligence artificielle, elle dit, elle répète, et c'est à la fois louable et en même temps nous y tenons, que l'intervention humaine sur des moments clés, de prise de décision, elle reste. C'est en ça que l'Europe s'est pas dotée de robots tueurs comme dans certains autres pays. C'est en cela que sur la mobilisation d'outils qui ne sont pas l'intelligence artificielle, mais qui sont des applications d'analyse de situation pour les Jeux Olympiques, ce sera bien des personnes assermentées qui prendront la décision et pas l'algorithme qui prendra la décision d'eux. Donc ça, c'est bien un marqueur, de notre façon de voir les choses. Mais oui, vous avez raison. Il faut pouvoir avoir un récit qui soit qui soit plutôt positif sur le monde de demain, parce qu'il va l'être. Il va l'être avec ces outils. D'abord parce qu'on n'a pas le choix d'autre que de les mobiliser. On ne fera pas la transition climatique sans numérique. Et on ne fera pas les gains de productivité, la libération d'un certain nombre de temps de travail ou de tâches sans mobiliser ces outils. Juste rappeler un truc. Un récit, mais aussi un accompagnement. Non, mais regardons ce qu'il y a dans le rétro. Il va falloir accompagner, il va falloir former. Regardons ce qu'il y a dans le rétro des révolutions précédentes. L'Allemagne est le pays qui a le plus mobilisé la robotisation de son industrie. C'est le pays qui avait le taux de chômage le plus faible. Donc si on met ça en perspective et qu'on se dit qu'il n'y a aucune raison qu'on s'interdise d'aller mobiliser les outils numériques qui vont certes faire concurrence ou livrer concurrence à certaines tâches dans l'entreprise, ça créera des perspectives de manière d'externalité positive qui permettront aux individus d'avoir leur place. Notre responsabilité à nous, politiques, c'est de bien accompagner par la formation continue, les gens qui sont déjà en poste et qui vont voir émerger dans leur environnement de travail ces outils. Et ensuite, les générations futures qui vont arriver dans ces entreprises qui se seront équipées de ces outils. Notre responsabilité, c'est de préparer le citoyen de demain, dans le monde de demain, mais c'est certainement pas de mettre une régulation trop forte qui dirait, comme ça menace l'emploi, on n'en veut pas. Ça viendra d'ailleurs. Alors justement, cette régulation, l'AIAC, je voulais avoir votre point de vue, Maître Haas, à ce sujet. Vous l'avez suivi de près, j'imagine. On est pour l'instant sur un accord politique. On ne sait pas encore comment véritablement ça va s'articuler d'un point de vue pratique, puisque il va y avoir des travaux qui vont être engagés avec les CNIL européennes et puis des questions justement d'interconnexion, je ne sais pas comment on dit en français, interplay, entre le RGPD et l'AIACT. Ouais. Quel est déjà votre point de vue là-dessus ? On avait besoin d'une législation supplémentaire, parce qu'on peut aussi se dire que finalement, avec nos règles existantes, avec le DSA, le DMA, le RGPD, on avait de quoi réguler déjà ces nouvelles technologies. Alors déjà, d'entrée de jeu, on peut dire que c'est quand même un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que cette année, ça a été l'année de l'IA générative. Et il se trouve qu'à la fin de l'année, on a l'IA Act. Donc c'est dans le cas de que la loi est toujours en retard, là, il y a quand même ça a été vraiment un point. Deuxième chose, c'était le rôle, parce que c'était cette intelligence artificielle générative, elle était déjà, ça tournait très très bien. Il faut dire que d'abord, Microsoft, au cours de l'année 2023, a réalisé le plus grand hold-up de tous les temps. Il avait deux objectifs concurrentiels. Le premier, c'était démolir Google. Et donc, comment faire ? Parce que son moteur de recherche n'arrivait pas à concurrencer Google. Et donc, il fallait, si vous voulez, que le moteur de recherche devienne un moteur de réponse. Et en mettant en avant la solution de OpenAI,
il a réussi son pari. Et c'est vrai qu'en 2024, c'est déjà... Même si pour l'instant, pour Bing, c'est pas évident. Oui, mais c'est Google... Ça a créé un boost phénoménal. Oui, mais moi, je vois, enfin, dans mon métier, si vous voulez, où on accompagne beaucoup de sociétés qui sont dans les annonces, dans le marketing, etc. Ce qui est important, c'est la question du référencement sur Internet. Aujourd'hui, c'est plus tellement le référencement sur Internet, ça va être d'être dans la réponse qui va être donnée. Et donc, ça met en l'air tout ce marché du référencement, parce qu'il faut être dans la réponse. Et donc, c'est des contenus qui doivent être de qualité. Donc ça, c'est un premier. Deuxième chose qui était très importante, c'est qu'on a eu le hold-up le plus merveilleux de l'histoire. C'est-à-dire que c'est au moment où, en fait, OpenAI a pris tous les contenus, a bénéficié d'une dérogation qui était sur les fouilles de texte, qui lui permettait, en fait, d'absorber tout ça, qui dit « Ah, ça serait bien quand même que l'on ait une régulation ». Et donc, ça, c'est quand même aussi fantastique. Et même, un des concurrents arrive en disant « Oh, ça serait quand même bien si on faisait un moratoire, le temps que moi, je puisse sortir mon outil ». Donc, si vous voulez, le marché est très intéressant. Au-delà de ça, il y a eu, c'est vrai, la grande peur. Comme disait Eric, c'est vraiment un vrai problème. Les gens ont eu très peur, étaient terrorisés. Puis aujourd'hui, on se voit que on peut plus l'ignorer. Il faut y aller. On voit, juridiquement parlant, on met en place des chartes d'utilisation IA, on met des bêta-tests et on voit comment on peut arriver à augmenter, parce que c'est vraiment ça, les performances. C'est vrai que l'IA générative, c'est un assistant, un expert, si vous voulez, à côté. Et c'est vraiment l'outil des seniors. Je reviendrai là-dessus. Non, parce qu'en plus, c'est un des sujets que vous vouliez aborder pour cette année 2023 et les impacts 2024. C'était finalement ces IA génératives au travail. Oui, alors absolument, cette IA générative au travail qui bouleverse complètement la donne et qui est aussi une autre révolution sur l'emploi des cols blancs. Jusqu'à présent, les cols blancs étaient épargnés. Là, en fait, on a une concurrence. Et ce qui était arrivé dans le mouvement social au 19e siècle ou au 20e siècle, là, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des pertes d'emplois. Effectivement, comme vous l'aviez indiqué tout à l'heure, il y a 500 millions d'emplois qui vont être perdus et simplement dans le monde, et simplement 75 millions d'emplois qui vont être créés. Mais en même temps, ceux qui sont en place vont pouvoir travailler plus vite. Et dans l'emploi au travail, nous, on a une question dans le monde du conseil, c'est que normalement, en utilisant bien ces outils, on va gagner du temps. Et on a un problème, comment on valorise la valeur. Et si vous voulez, le problème que l'on avait, c'est qu'aujourd'hui, moi je vois dans les métiers de conseil, notre temps c'était aussi notre valorisation. Si je vais plus vite, est-ce qu'on doit payer le même prix? Donc c'est là aussi, donc vous voyez, c'est une vraie question. Je vais vous donner un exemple qui est quand même assez intéressant et qui est incroyable. Aux États-Unis, ils ont pris un IA qu'ils ont formé au droit, donc vraiment très compétitif, qui avait même passé le barreau et qui avait été parmi les 3 premiers du barreau, en ayant simplement 12 de moyenne, parce que l'IA, c'est vraiment la moyennisation. Mais en ayant 12 partout, on arrive à être parmi les 3 meilleurs dans une compétition. Et ils ont pris l'IA, et ils ont pris les 10 meilleurs avocats de New York en matière de droit international privé. C'est une des matières les plus compliquées qui soit, et avec une interprétation de savoir quelle est la loi applicable. Lorsque une personne norvégienne, ses enfants sont nés aux États-Unis, ils étaient en Bretagne, enfin bon bref, on va voir tout ça, c'est quelque chose de compliqué. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un QCM et ils ont mis l'IA, et puis ces 10 plus grands professeurs. Alors ce qui est incroyable, c'est que les résultats qui ont été donnés, c'est que 94% des réponses qui ont été apportées étaient justes pour l'IA. Seulement 84% avec ces 10 meilleurs professionnels. Vous allez me dire, alors finalement, à 10% près, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que les professeurs et tous ces spécialistes, ils ont mis 90 minutes pour apporter une réponse, alors que l'IA l'a donné en 30 secondes. Et donc, si vous voulez, le gain de temps est là magistral. Donc, ça pose un problème. Et ce qui a été fait au niveau européen, pour revenir sur la question pourquoi la loi, etc., c'est que la gestion qui a été faite, c'était par les risques. C'est une approche par les risques et par la sécurité pour donner, si vous voulez, des outils, des systèmes d'information qui soient dignes de confiance. Première chose qui est vraiment intéressante, c'est que dans l'IA Act, on donne une définition de ce qui est en fait une IA. Article 3 qui nous dit c'est un système d'information qui permet de générer, créer. Donc là, on a une première vision pour savoir ce qu'il y a. Et ensuite, on a... Définition qui a changé en cours de temps avec l'arrivée de ChatGPT, justement. Oui, non mais... ChatGPT, oui, c'est vrai, mais ChatGPT a été au niveau des risques. Ouais. C'est-à-dire de savoir si c'était un risque qui était élevé ou un risque qui était interdit. Donc, il y avait une classification. Donc ça, on a aussi une grille. Mais la vraie question qui va se poser maintenant, donc on pourrait parler après des responsabilités. J'ai des questions qui sont... On ne va pas avoir le temps, là. Hein. Non, mais par exemple, la question, c'est à partir du moment où vous utilisez une IA générative, en droit du travail, l'employeur,
Est-ce que là, il ne crée pas un lien de subordination? Et est-ce que finalement, la question de la responsabilité, c'est il l'a lancé, est-ce qu'il n'y a pas un lien de subordination? En matière de concurrence, à partir du moment où on a des décisions et des arrêts de la Cour européenne de justice qui nous dit que dès lors qu'on a une autonomie, eh bien, c'est l'employeur qui est responsable. Donc, vous voyez, il y a plein de questions qui vont être, au cours de l'année 2024, mises en place. Et c'est génial. Et oui, et je pense que ça va être intéressant de travailler sur tous ces cas pratiques, finalement. Alors, Éric Boutorel, vos sujets. Vos sujets, votre premier sujet, c'était le filtre anti-arnaque. Est-ce qu'on peut dire qu'il a marqué 2023 ? Bon. Écoutez, en tout cas, moi, il m'aura marqué. Oui. Il m'aura marqué parce que j'ai suivi son cheminement depuis 2022, au moment où le président de la République, alors candidat, l'avait intégré à son programme de campagne, qu'il a fallu ensuite l'accompagner, le porter dans le cadre du projet de loi qui a été présenté et qui était le projet de loi de sécurisation et de régulation des espaces numériques. Donc oui, il me tient particulièrement à cœur, parce qu'au moment où... Mais on attend de le voir sortir. Mais moi aussi, je suis impatient. Vous avez une date pour 2024 ? Il y a bon espoir qu'il puisse y avoir des choses en 2024. Parce que d'abord, on ne réinvente pas l'eau chaude autour de la technologie qui sera mobilisée. Elle est même très similaire à ce qui existe déjà. Simplement, on gagne en agilité et on gagne en rapidité sur la remontée des adresses qui vont permettre la compromission des malheureux concitoyens quand ils tombent dans les griffes des cybercriminels. Donc, on n'a pas réinventé tant que ça de choses. Après, il a fallu écrire dans le droit des choses qui aujourd'hui relèvent d'initiatives privées et que nous souhaitons voir massifier et voir systématiser. Et qui va être aux commandes? Qui va opérer ce filtre anti-arnaque? Charge au GIP et à CIMA, que tout le monde connaît sous l'acronyme cybermalveillance.gouv.fr, Cybermalveillance, ouais. de faire le portage de cette technologie et d'enrôler l'ensemble des acteurs qui concourent à la navigation de celles et ceux qui sont entre leur clavier et l'information qui va être soit compromettante, soit pas compromettante. Donc, à l'espèce, les navigateurs, les fournisseurs d'accès Internet, les résolveurs de noms de domaine, etc. C'est bien le GIP à CIMA qui sera présent. Donc, vous nous dites là, a priori, on est prêt finalement pour un lancement. Bon, on va attendre que la loi soit promulguée. Oui, parce que c'est dans la loi SREN. Dans la loi SREN, dont on attendra... écoutez, nous sommes là début janvier. La Commission européenne a encore quelques semaines avant d'expurger toutes les observations qu'elle pourrait formuler à l'égard de ce texte, qui ne concerne pas que le filtre anti-arnaque. Moi, j'ai bon espoir qu'on ait une CMP, une commission mixte... paritaire. Oui, paritaire. Chacun aura retenu le nom vu le dernier épisode en fin d'année dernière. Commission mixte paritaire qui se réunira, je l'espère, d'ici fin janvier, début février, pour qu'on puisse atterrir sur ce texte. Oui. Et donc après, derrière, ça va dérouler. Enfin, en tout cas, je le souhaite, j'espère. Alors l'autre sujet, parce que c'est un peu dans la ligne de la réglementation, des nouveaux outils qui se mettent en place, c'est ce DSA. Donc, qui est en vigueur depuis 2023, mais dont on attend les premiers effets, là, toujours. Moi, je suis impatient, parce que c'est le vœu que je pourrais formuler pour ce début d'année. On a tellement ramé sur la manière de réguler les grands acteurs du numérique. Les grandes plateformes. Ouais. Les effets négatifs qu'on a vu naître ici ou là, qui prennent des caractères plus ou moins odieux. Alors, ça n'est pas que ça, les réseaux sociaux. Ça n'est pas que ça, les plateformes. Et j'espère qu'en 2024, on aura plus l'occasion, parce que on aura eu une réglementation et une régulation efficace, de parler des vertus du numérique, des services qui sont rendus, plutôt que de s'appesantir sur tout ce qu'on aura vu pendant 2023, origine des émeutes, nécessité d'avoir une carte d'identité, etc. On a un règlement harmonieux, européen, ambitieux. Le commissaire Breton a pris des décisions assez fortes en fin d'année dernière vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Avec une enquête lancée contre X, c'est un peu bizarre de dire ça, mais enfin... Oui, il a fait ça en décembre. Oui. Et ça me paraît tout à fait souhaitable que l'on manie à la fois ce qui existe en matière de régime de sanctions au travers de ce texte et en même temps qui permet de rendre solides les grands principes que l'on souhaite voir appliqués en Europe. Jean-Noël Barrot, ici, notre ministre, qui avait rappelé que le sujet, c'est pas de bannir tel ou tel acteur, c'est d'autoriser ce qu'il puisse opérer chez nous, mais selon les règles du jeu qui sont les nôtres. C'est un discours qu'on a tenu pendant longtemps. Et enfin, nous avons un texte qui est tout à fait clair en termes d'application. Et je suis assez impatient qu'en 2024 de voir les effets qui seront produits. Parce que moi, je ne suis pas du genre à dire c'est un texte de plus et puis il faudra encore en écrire un autre. En vrai, je pense que celui-là va avoir un vrai impact.
Bon, donc comme ça, on a fait et un sujet et un vœu. Oui, il faut monsieur le simplement député. que le commissaire pour la France soit désigné, parce qu'il n'est pas encore désigné. Moi, j'ai des recours à l'heure actuelle sur de fameux recours illicites. Et en fait, on saisit directement la commission parce qu'il n'a pas été désigné. Il ne sera désigné qu'au mois de février. Et la deuxième chose, c'est que moi aussi, je suis impatient. Et c'est vrai que c'est un vrai débat. Et c'est vrai que là, l'Europe a mis en place un outil qui est vraiment intéressant et qui prend la question par le bras. On le voit, c'était très intéressant dans le sujet précédent. On peut mettre en place des filtres. Ça faisait des années qu'on nous disait que c'était pas possible. Là, on voit qu'on peut en mettre et que le législateur met en place des outils, donc on peut filtrer. Donc la question qui est à poser, c'est que la définition européenne du contenu illicite n'est pas suffisamment, si vous voulez, précise. Et par exemple, la haine, l'appel au terrorisme, l'apologie du terrorisme, ou des termes comme ça, est-ce que c'est un contenu illicite? Si vous voulez, nous en France, on a une réglementation qui est particulière, on a des précisions jurisprudentielles. Est-ce qu'elles vont être appliquées au niveau... ne règle pas ce problème, effectivement, de la définition de qu'est-ce qui est... Oui, c'est un contenu considéré comme étant illicite, mais il n'y a pas une définition... Et là, il faut l'intervention d'un juge, il faut passer... Voilà. Et ça, c'est un flou. Et même en France, la jurisprudence ne nous a pas toujours aidés. Oui, alors après, on a des textes. Nous, on a l'abus de la liberté d'expression, qui est quand même quelque chose qu'on peut cadrer à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours aidé. Il y a des points, effectivement... Alors, je voulais passer au vœu, mais Marie-Christine, il y a déjà un vœu qui a été exaucé pour vous en 2023. Alors oui, mon premier vœu, ça a été de closer le fonds Educapital 2, qui est aujourd'hui le plus large fonds dédié au secteur de l'EdTech et du Future of Work. En Europe, l'innovation peut aider le secteur de l'éducation et du travail. Et on le voit que les enjeux de formation sont énormes, à la fois dans le milieu professionnel, avec toutes les ruptures technologiques, à l'école. Alors moi, mon grand vœu 2024, c'est que le numérique rentre durablement à l'école. On l'a vu, là, les résultats de PISA sont assez catastrophiques. Dans beaucoup de pays européens. La France est un des pays les plus inégalitaires. On a chuté dramatiquement en maths. On a perdu 21 points en maths, on a perdu 14 points en français. Voilà, donc il y a urgence à agir. Et le numérique quel numérique? Et le numérique peut aider. Alors, donc il y a déjà des choses qui ont été faites. Il y a eu des belles initiatives de l'État. C'est la première fois quand même qu'un ministre d'éducation nationale annonce un outil d'intelligence artificielle pour aider tous les élèves en seconde, les élèves qui auront des difficultés en maths et en français, qui sera déployé sur plus de 800 000 élèves. MIA, voilà, le MIA, qui est d'ailleurs, derrière le MIA, il y a une des sociétés que l'on soutient, Evidence B, donc on est fiers et contents. Mais il est important maintenant qu'on rentre dans une logique de marché, de création d'un marché de la tête, de création d'un marché récurrent. On a eu des belles initiatives de soutien de l'État, et maintenant il faut que le marché se crée, et il faut créer des champions. Il faut créer des champions français et européens et ne pas dépendre des GAFAM sur ce sujet d'éducation. Merci beaucoup. Moi, je fais le vœu qu'on ait plus de temps en 2024 pour discuter encore de ces sujets. Ça nous aurait permis d'entendre vos vœux, mais on n'a plus le temps, Maître Haas, désolé. Voilà, c'était Smart Tech. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt sur Bismart, les réseaux sociaux et en podcast. Ça.